Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes stratégies mondiales. Depuis quelque temps, un discours revient. Certains pays sont en train de s'effondrer. Les économies sont sous pression. Une crise globale pourrait émerger. Mais que se passe-t-il réellement? S'agit-il d'un effondrement ou d'une phase de tension économique? Car dans le monde actuel, aucun pays n'est totalement isolé. Économie, énergie, finances, géopolitique, tout est connecté. Dans cette vidéo, nous allons analyser 7 pays sous forte pression, les raisons de leurs difficultés et surtout, lequel est le plus vulnérable sans exagération, sans panique, juste une analyse stratégique. Commençons. Pourquoi certains pays sont sous pression aujourd'hui? Le monde économique traverse une phase complexe. Inflation, dette élevée, tensions géopolitiques, dépendance énergétique, un environnement mondial instable. Aujourd'hui, plusieurs facteurs se combinent. Hausse des taux d'intérêt, ralentissement économique, fluctuation des matières premières, ces éléments impactent directement les économies les plus fragiles. Des vulnérabilités différentes. Tous les pays ne sont pas touchés de la même manière. Certains souffrent de dettes élevées, dépendance aux importations, instabilité politique. Le rôle des marchés. Les investisseurs jouent un rôle clé. Confiance, flux de capitaux, perception du risque. Un simple doute peut provoquer fuite de capitaux, pression sur la monnaie, tensions économiques. Conclusion. Chapitre 1. Ce n'est pas un effondrement généralisé, mais une accumulation de fragilité. Les 7 pays sous forte pression. Comprendre les profils à risque. Après avoir vu pourquoi l'environnement économique mondial est devenu plus tendu, il est temps de se pencher sur une question centrale. Quels types de pays sont aujourd'hui les plus sous pression? Plutôt que de faire des affirmations simplistes, il est plus pertinent d'analyser des profils économiques, des vulnérabilités spécifiques. Profil 1, les économies fortement endettées. Certains pays font face à un niveau de dette élevé. Dette publique importante, dépendance au financement extérieur, sensibilité aux taux d'intérêt. Quand les taux augmentent, le coût de la dette explose. Cela peut entraîner des tensions budgétaires, une perte de confiance des marchés. Profil 2, les pays dépendants des importations. D'autres économies dépendent fortement de l'énergie, de l'alimentation, des matières premières. Si les prix augmentent, leur balance commerciale se dégrade. Conséquence, pression sur la monnaie, inflation élevée, perte de pouvoir d'achat. Profil 3. Les économies dépendantes d'une seule ressource. Certains pays reposent sur pétrole-gaz, matières premières. Cela peut être un avantage, mais aussi un risque. Si les prix chutent, l'économie est directement impactée. Profil 4. Les systèmes financiers fragiles. Dans certains cas, banques sous pression, accès limité aux capitaux, instabilité financière. Cela peut provoquer ralentissement économique, difficulté de financement. Profil 5. L'instabilité politique, un facteur souvent sous-estimé, la stabilité politique. Quand elle est fragile, décisions économiques incertaines, perte de confiance, fuite de capitaux. Profil 6. Les monnaies sous pression. Certaines devises sont particulièrement vulnérables. Dévaluation, inflation importée, perte de confiance. Cela peut créer un cercle difficile. Inflation, perte de valeur, encore plus d'inflation. Profil 7. Les économies en transition. Enfin, certains pays sont dans une phase délicate. Réformes économiques, changement de modèle. Adaptation aux nouvelles conditions mondiales. Ces transitions peuvent générer instabilité temporaire, incertitude. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre montre une réalité essentielle. Il n'existe pas un seul type de pays en difficulté, mais plusieurs profils. Dette, dépendance, fragilité financière, instabilité politique. Ce ne sont pas des effondrements immédiats, mais des vulnérabilités à surveiller. Et c'est précisément ce que nous allons analyser ensuite, lequel de ces profils est le plus à risque, quel pays est le plus vulnérable. Les critères qui font la différence. Après avoir identifié les différents profils de pays sous pression, une question essentielle se pose. Lequel est le plus susceptible de basculer en difficulté majeure? Mais attention, il ne s'agit pas de désigner un pays condamné. Il s'agit d'analyser les niveaux de vulnérabilité. Tous les risques ne se valent pas.
Un pays peut avoir une dette élevée, mais une économie forte. Un autre peut avoir une dette plus faible, mais une instabilité politique. Ce qui compte, c'est la combinaison des facteurs, les 3 critères clés de vulnérabilité. Pour évaluer le risque réel, 3 éléments sont déterminants. 1. La dépendance extérieure, financement par des investisseurs étrangers, importation essentielle, énergie, nourriture. Plus cette dépendance est forte, plus le pays est exposé. 2. La solidité de la monnaie. Une monnaie fragile peut provoquer inflation rapide, perte de pouvoir d'achat, fuite de capitaux. C'est souvent un signal précoce de tension. 3. La stabilité politique et institutionnelle. Un pays stable peut prendre des décisions rapides, rassurer les marchés. Un pays instable augmente les incertitudes, perd en crédibilité. Le profil le plus vulnérable. Le pays le plus à risque n'est pas forcément le plus endetté, mais plutôt celui qui cumule dépendance extérieure élevée, monnaie sous pression, instabilité politique. Le facteur déclencheur. Souvent, ce n'est pas un seul problème qui déclenche une crise. C'est un choc externe, hausse des taux, chute des revenus, crise géopolitique. Ce choc agit comme un accélérateur. L'effet domino. Dans un monde connecté, une difficulté peut se propager marché financier, commerce international, confiance globale. Une hiérarchie du risque. On peut donc classer les pays selon leur capacité à absorber un choc. Les plus vulnérables sont ceux qui ont peu de marge de manœuvre, dépendent fortement de l'extérieur, manquent de stabilité. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce 3e chapitre met en évidence une idée essentielle. Ce n'est pas un pays en particulier qui est le plus fragile, mais un type de situation, combinaison de fragilité, manque de résilience, forte exposition au choc. Et c'est précisément cette combinaison qui peut faire la différence. Que peut-il se passer maintenant? Les scénarios possibles. Après avoir identifié les vulnérabilités et les profils les plus exposés, une question devient centrale. Que peut-il réellement se passer dans les prochains mois ou années? Car dans l'économie mondiale, rien n'est jamais totalement figé. Scénario 1. Stabilisation progressive. Dans ce scénario, les tensions diminuent, les politiques économiques s'ajustent, les marchés retrouvent un certain équilibre. Les pays sous pression s'adaptent, corrigeant leur déséquilibre, évitent une crise majeure. C'est le scénario le plus stable. Scénario 2. Turbulence prolongée. Ici, la situation reste incertaine. Inflation persistante, croissance faible, marché volatile. Les pays vulnérables subissent des pressions continues. Alternent entre amélioration et difficulté sans effondrement total. Scénario 3. Crise localisée. Dans ce cas, un ou plusieurs pays basculent. Crise financière, dévaluation, difficulté de financement. Mais la crise reste contenue sans contagion globale immédiate. Scénario 4. Effet domino. C'est le scénario le plus critique. Un choc déclenche une réaction en chaîne, perte de confiance, fuite de capitaux, tension sur plusieurs économies. Cependant, ce type de scénario reste rare et dépend fortement des réactions politiques des banques centrales des marchés. Le rôle des décisions. Dans tous les cas, les décisions économiques sont déterminantes, politiques, budgétaires, gestion des taux, réformes. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce 4e chapitre montre une réalité essentielle. Plusieurs trajectoires sont possibles. Stabilité, tension, crise localisée ou scénario plus large. Mais rien n'est automatique. Conclusion finale, ultra puissante. Alors, que faut-il vraiment retenir? Depuis le début, une idée s'impose. Le monde ne s'effondre pas, mais il change. Les discours alarmistes simplifient souvent une réalité plus complexe. Oui, certains pays sont sous pression. Oui, des fragilités existent. Oui, des risques sont présents. Mais cela ne signifie pas un effondrement global imminent. La vraie dynamique est ailleurs. Dans l'évolution du système, nous sommes dans une phase où les équilibres économiques se déplacent, les rapports de force changent, les modèles doivent s'adapter. Et, dans ce contexte, certains pays s'en sortent, d'autres rencontrent des difficultés et certains doivent se transformer. La question n'est donc pas qui va tomber en premier, mais plutôt qui saura s'adapter le plus vite. Car dans l'économie mondiale, la résilience fait la différence. Ce que cette analyse nous montre, c'est une chose essentielle.
Les crises ne sont pas toujours des effondrements, elles sont souvent des transitions. Et dans une transition, il y a des gagnants et des perdants. Ceux qui comprennent les dynamiques anticipent, ceux qui ignorent les signaux subissent un. C'est exactement l'objectif d'Atlas stratégique. Aller au-delà des titres, comprendre les mécanismes, garder une vision claire. Outro. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre, abonne-toi à Atlas stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi, simple tension ou début d'un vrai tournant mondial? À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.